Vous êtes à bord de l'Octopus. Continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous. Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Aujourd'hui, je reçois Charline. Charline est kinésithérapeute, professeure de yoga et a fait du périnée sa spécialité. Lors de cette interview, Charline nous explique l'importance de redécouvrir cette zone et de s'y reconnecter pour une meilleure santé. La périnéologie est une pratique qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes. Si évidemment elle permet de traiter certains troubles liés à notre intimité, elle agit sur bien d'autres parties, physiques comme psychiques. Souvent méconnue de la plupart des gens, la fonction du périnée est pourtant fondamentale et ne demande qu'à être explorée pour un bien-être global. Si je devais retenir quelques mots de Charline après notre échange, c'est que l'unité recherchée avec les autres et tout ce qui nous entoure commence d'abord par soi, encore et toujours. Douce écoute. Bonjour Charline. Bonjour Marine. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour The Octopus, pour le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais, ton parcours ? Alors moi je suis kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale. Donc à la base je voulais pas du tout faire kiné pour faire de la rééducation périnéale. Puis c'est venu vraiment sur mon chemin à plusieurs reprises. Et c'est surtout que quand c'est venu la première fois, donc c'était juste après les études, on avait déjà une prof qui était passionnée et qui nous faisait vraiment des prises de conscience justement sur tout le souffle quand on était à l'école. Et quand j'ai quitté l'école, c'est vraiment venu très vite après ma formation du coup en kiné. Et en fait, ça fait 9 ans, j'ai pas arrêté de me former et j'ai adoré en fait découvrir à chaque fois des nouvelles formations, des autres écoles, des autres façons de faire aussi. Et de pouvoir le voir à travers les patients et ce que ça leur apporte, c'était juste incroyable. Donc voilà, j'ai continué. Et je pense que quand on aime faire quelque chose, on voit pas le temps passer. Et c'est ce que j'ai choisi de faire, de vraiment me spécialiser complètement et de faire quasiment que ça. Donc quand tu as commencé kiné, finalement, tu n'avais aucune idée de ce que c'était la rééducation périnale. Tu as fait d'abord kiné avant de faire ça, que kiné, ou c'est arrivé très rapidement pour toi la rééducation périnale ? Non, en fait, ça m'avait passionné pendant les études de kiné parce qu'on avait vraiment une prof qui était super. Mais après, c'est venu sur mon chemin, tout simplement parce que j'avais trouvé un super remplacement où il fallait faire de la rééducation périnale. Donc, je m'étais formée auprès d'une école. Puis je faisais pas que ça au début parce que c'est pas ce qui est le plus courant non plus en rééducation en kinésithérapie. Et ensuite, ce que j'ai préféré faire, il y a eu de la pédiatrie et de l'uro-gynéco, la rééducation périnéale. Puis ensuite, c'est venu petit à petit sur faire que ça. Là actuellement, c'est ce que je veux faire en tout cas, et je l'introduis aussi à ma manière avec d'autres compétences que j'ai eues après. Par rapport au yoga, par rapport à la prise de conscience du corps, toutes les formations que j'ai pu faire ensuite. Et c'est super, quoi. Et j'ai hâte d'en apprendre encore, parce que c'est pas fini. Ouais, quand on se plonge dans ce genre de domaine, c'est souvent sans fin, quoi. C'est ça. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est vraiment la rééducation périnale ? Alors, la rééducation périnale, donc c'est aussi pour les hommes et aussi pour les femmes. Bon, principalement, on va pas se leurrer, c'est plutôt des femmes que j'ai actuellement au cabinet. Et ça peut aller, en fait, pour les femmes, donc de la rééducation prénatale, donc pendant la maternité, qui est très peu connue parce qu'on l'associe beaucoup à la prépa à l'accouchement, qui a rien à voir avec le travail que peut faire une sage-femme. C'est vraiment pour soulager aussi les maux et faire de la prévention pendant la grossesse pour le postpartum. Et les mots MAUX, j'entends bien. Donc le dos, tout ce qui est circulatoire, tout ce qui est aussi prise de conscience du périnée, qui est hyper importante dans sa vie de femme avant d'entamer une rééducation postpartum. Et souvent les femmes se connaissent dans leur périnée
bien après en fait, bien après, soit dans le postpartum, donc c'est-à-dire après l'accouchement, soit durant leur vie quand elles ont des soucis qui leur arrivent. Et c'est vraiment hyper important d'avoir cette prise de conscience de son corps, savoir ce qui se passe aussi à l'intérieur de son corps, toutes ces transformations. Et voilà, quand il y a des reflux, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau postural, comment on peut aider aussi par des petits conseils, aussi par d'autres formations naturaux, enfin toutes les petites choses qui peuvent alléger au niveau de la maternité. Et aussi bien comprendre son souffle avec son périnée, donc pour bien aussi protéger pour l'après. Et voilà, ça peut être aussi pour tout ce qui est incontinence urinaire d'effort, les urgences, les incontinences anales, aussi les douleurs pelviennes en général. J'ai pas mal de femmes avec des endométrioses et des douleurs pelviennes, des douleurs aussi lombaires. Comment on peut justement trouver des stratégies rééducatives par rapport à, à leur pathologie ou leur douleur. Ça peut aller aussi des dyspareunies, tout ce qui est douleurs sexuelles, vaginisme, etc. Et je sais pas si j'en oublie, je suis en train de faire toute la petite colonne de choses. Et pour les hommes, ça va être plus, bon, généralement les hommes, c'est généralement après 50 ans pour les troubles de la prostate, donc ça peut être soit post-chirurgie de la prostate, soit ça va être pour les troubles de l'érection. Et en fait, depuis que je me suis vraiment mis que en la rééducation périnéale, les hommes qui viennent me voir, c'est souvent des troubles de l'érection. Bon, faut savoir que pas tous les troubles on peut rééduquer, mais certains justement pour relancer tout ce qui est circulatoire et prise de conscience du périnée. Il y a beaucoup de postures aussi dans tout ça. Donc voilà. Ok. Et donc du coup, tu vas travailler sur la posture. Ça va être des exercices que tu vas donner à faire ou enfin ça va être quel type de soins finalement autour de la rééducation périnéale que tu vas proposer? Alors moi, comment je le conçois, c'est vraiment que le patient soit vraiment acteur. Donc je leur dis toujours, moi je fais 10 à 20% du boulot et moi je vous donne toutes des techniques rééducatives que j'ai pu mettre en place au cours de ces années. Et vraiment leur faire prendre conscience déjà de la posture quand on est vraiment posturé sur son périnée, quand on est vraiment assis dessus. Selon la posture qu'on va avoir, on va mettre plus ou moins de pression aussi sur son périnée et on va pouvoir dégager l'enceinte du diaphragme, donc bien homogénéiser les pressions en fait au niveau viscéral et au niveau du ventre et donc du coup protéger toute l'enceinte pelvienne. Et c'est vraiment cette prise de conscience que le périnée, c'est pas que le périnée, mais qu'il y a un ensemble qui est derrière, où on voit qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont s'améliorer. Et oui, par rapport à la posture, pour moi, c'est vraiment une grande base, parce que si on fait tous les exercices en étant recroquevillé, on n'a pas cette enceinte qui est vraiment homogénéisée. C'est-à-dire qu'il faut imaginer comme une boîte où vous avez en fait votre périnée, donc vraiment au niveau qui est le socle de la boîte. Vous avez le couvercle qui est vraiment le diaphragme, hein, qui est cette structure qui est juste en musculaire, qui est juste en dessous des poumons. Et puis vous avez les viscères en fait qui sont à l'intérieur, donc ça peut être foie, foie, estomac, tout le système intestinal jusque l'utérus, etc. Enfin les hommes différemment. Derrière, vous avez derrière la boîte, si vous la voyez comme ça en volume, il y a la colonne vertébrale et devant il y a tout le système abdominal. Et c'est vraiment hyper important d'avoir cette gestion de pression avant-arrière et aussi haut et bas. Et Okay. C'est souvent des mauvaises pressions vers le bas dues à une posture recroquevillée, en fait, qui couple complètement la respiration diaphragmatique, qu'on n'a plus du tout cette colonne d'air qui est remise en place. Et je me suis un peu lancée là-dedans, mais c'était pour t'expliquer en gros mais bien sûr, la et posture. puis ça nous fait prendre conscience aussi que c'est un socle qui va, on travaille pas que sur finalement ce niveau-là, ça va impacter, j'imagine, plein d'autres endroits dans notre corps et certainement, j'imagine, émotionnel aussi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a certains patients, il y a des gros troubles de constipation chez les femmes. D'ailleurs, ça aussi, c'est un des motifs de rééducation. Et il n'y a pas que du biomécanique là-dedans, ça c'est clair, parce que quand on travaille au niveau d'un ventre ou au niveau d'un périnée, ça les patients sont des bons témoins là-dedans. Ils me disent, mais des fois, je sens qu'il y a des choses qui sortent, même que il y a des émotions, il y a un lâcher prise en fait, parce qu'on travaille sur différents niveaux.
Et ça, c'est sûr que on vient quand même dans l'intimité de la personne, et au niveau viscéral, on vient remuer aussi beaucoup de choses qu'on peut stocker. Hein. Quand on dit j'ai une boule au ventre, c'est pas pour rien. Hein. Donc tous ces blocages aussi qu'on veut travailler aussi manuellement, viscéralement en haut, et tout ce souffle et le travail pelvien aussi périnéal, ben, c'est un tout qui fait qu'on libère aussi, je pense, émotionnellement beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Donc ça voudrait dire que peut-être des fois quand on vient travailler que sur une zone qui est plus haute, si notre périnée n'est pas comment dire, notre socle n'est pas bon, finalement le problème pourrait revenir justement parce que ce socle n'est pas bon. Je sais pas si ma question est très claire, mais en fait oui, tu voulais dire que sans voir que c'est-à-dire en partant du haut par rapport à en bas, c'est-à-dire qu'au lieu de partir du plancher pelvien en fait et du périnée, on partirait par des blocages plus hauts, et en effet au niveau diaphragme, au niveau du plexus solaire, oui tout à fait, si tu veux, s'il y a un blocage qui se fait plus haut, et de toute façon dans des respirations, des diaphragmes sont complètement bloqués à ce niveau-là, clairement en fait en faisant un travail en fait sur le haut, on va avoir aussi un périnée qui va être beaucoup plus fonctionnel sur le bas. Et c'est sûr qu'on va le retrouver au niveau du périnée. Enfin moi, en premier, avant de regarder les périnées, je regarde comment la personne vient et se posture devant moi. Et ensuite, la deuxième chose, je vais regarder sa posture debout. Et puis je vais regarder aussi au niveau de son ventre, de son abdomen, comment se comporte la sangle abdominale et sa respiration. Et ensuite, je regarde le plancher pelvien. Donc pour dire à quel point, voilà, tout ce qu'on a dans le ventre aussi, ça influe énormément sur notre périnée, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que c'est relié à une émotion ou à une signification particulière, le périnée? Ou ça peut être vraiment plein de choses. Ouais, alors moi, de la façon dont je le vois, mais c'est aussi personnel de par mes formations aussi en yoga. Donc le périnée, c'est vraiment, le chakra aussi de l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est un peu aussi les pieds sur terre. C'est vraiment être en connexion avec soi. Pour moi, c'est vraiment ça. Et la plupart des personnes que je vois au cabinet, ben, si elles viennent pour une dysfonction X ou Y, de toute façon, elles ne sont pas du tout connectées à ces zones, et elles n'ont pas du tout regardé, elles ne savent pas comment ça marche. Et d'ailleurs, la première fois que je les vois, je leur demande comment, c'est quoi le périnée? Alors elles m'expliquent, elles font et c'est très flou, on sait pas l'expliquer. Donc le périnée, en fait, c'est une structure musculaire qui est aussi superficielle, mais il y a une couche aussi profonde, plus de soutien, qui travaille avec notre abdomen. Mais il y a quelque chose de volontaire dans le périnée, mais pas que, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir contracter au niveau pelvien, ça va être très dur pour la personne de définir, et ça montre justement cette déconnexion avec cette base et son intimité en fait. Et donc juste la reliance avec son corps, mais pour moi qui est tellement importante. Il faut se connaître au niveau de son intimité. Quand on a un souci au niveau de son intimité, clairement ça impacte toute notre vie. Enfin, au niveau de la qualité de vie, on a des douleurs sexuelles, ça impacte notre vie. Et on a beau le prendre sur soi et prendre beaucoup d'émotions, si à un moment on vient pas, d'ailleurs les démarches pour les patients, c'est pas du jour au lendemain où ils vont faire leur rééducation périnale, sauf en postpartum après un accouchement. Mais ils prennent généralement plusieurs mois, voire années, de se dire bon là ça suffit, il faut vraiment que je fasse quelque chose et que je me prenne en main, quoi. Donc et généralement ça change, je vois beaucoup de choses, et ça fait beaucoup de bien aux personnes. Et juste pour dire, voilà, pour en revenir sur ce que je disais, le périnée, je leur demande, et généralement ils sont là, on serre en fait, on serre, ou soit ils me disent on serre les fesses ou on serre le ventre. Alors je dis non, on serre pas les fesses parce que c'est pas les fessiers. Et en effet, le ventre, vous avez compris que ça marche avec, mais il faut d'abord comprendre comment ça se passe en bas pour ensuite faire fonctionner avec son ventre. Et donc je dis, il faut mettre les mots dessus. Et là, souvent on me regarde, waouh, elle a dit ces mots, mais oui, serrer son périnée, c'est serrer son anus comme si on voulait retenir un gaz, serrer son vagin comme si on voulait en fait serrer un tampon ou le sexe masculin. Et ensuite au niveau antérieur, c'est comme si on voulait serrer la vulve aussi pour empêcher de faire pipi. Donc c'est vraiment ces trois phases-là qui fait que les releveurs de l'anus, donc le périnée, est en action, et on a vraiment ce mouvement qui vient à l'intérieur et vers l'avant. Ok, j'imagine que tu as plein de gens qui doivent pas forcément savoir finalement où ça se situe et à quoi ça sert, et
qui n'ont pas du tout conscience de ça. Tu dois avoir, j'imagine, beaucoup de patients ou qui découvrent, non, en même temps? Ah oui, tout à fait, hein, tout à fait. Et il y en a beaucoup qui savent pas que les hommes en ont un de périnée. Donc, alors les hommes, ça va être vraiment de l'anus jusqu'à la base de la verge, mais puisque forcément, on n'a pas la notion de vagin ni de vulve chez l'homme. Et oui, c'est vraiment une découverte et de se retrouver vraiment un peu ce pouvoir qu'on a de oui, en fait, cette zone-là, je peux la contrôler et je suis pas déconnectée de cette zone. Ouais. Et ça va être vraiment la première découverte que je vois à chaque fois. Les patients sont un peu les yeux grands ouverts en se disant waouh, c'est incroyable et de savoir comment ils fonctionnent, notamment pour plein de choses d'hygiène de vie. On parle de la posture, mais aussi toutes ces mauvaises poussées aux toilettes, enfin tout ce qui peut en fait être dans notre quotidien et qu'on peut changer et qu'on a fait à l'envers parce qu'on n'a pas pris le temps de l'écoute. Ouais. Tout simplement. Est-ce que tu as des médecins, tu as des gens qui viennent justement sous les conseils d'un médecin qui leur dit de venir justement soigner cette zone-là ou de se reconnecter à cette zone-là, ou c'est vraiment souvent des démarches personnelles de la part des patients de venir directement vers toi? Alors oui, il y a des médecins gynécologues qui font les prescriptions parce qu'on est sous notre dépendance de prescription médicale et qui ont cette démarche-là. Mais il y a aussi beaucoup de patients, et j'insiste pour les hommes, qui font la démarche personnelle, et c'est-à-dire qu'ils viennent me voir pour autre chose, c'est-à-dire ils ont une entorse de cheville, quelque chose, et finalement ils me disent bon, je vous ai choisi, mais c'est pas pour ça, et je me doute bien que c'est pas pour ça. Et ils me parlent justement de leurs soucis et ce que j'en pense. Je leur ai dit que moi je suis pas médecin, que je diagnostique pas, mais qu'ils peuvent avoir un avis médical et voir s'ils ont besoin en fait de rééducation pelvienne périnéale, parce qu'en effet il y a quelque chose qui ne va pas. Et même pour les femmes en fait, c'est vrai que des fois je trouve que on met pas assez l'accent sur la rééducation périnéale parce qu'on attend souvent le souci avant de se découvrir soi-même. Et ça, je pense que c'est un réel... Ouais, c'est vraiment quelque chose de confrontant parce qu'il faut en fait se découvrir, savoir comment ça fonctionne. Et je suis hyper contente parce que j'en ai parlé autour de moi et j'ai des amis aussi qui sont venus me voir, etc. pour vraiment se découvrir et qui me disent, mais en effet, quoi, qui sont pas du tout dans une pathologie ou quelque chose qui va pas, ni une préparation à l'accouchement ou quoi que ce soit, mais qui me disent c'est fou quoi, je savais pas que ça fonctionnait comme ça, c'est comme si je me redécouvrais. Et en fait oui, c'est vraiment se découvrir tout court quoi, Ouais. Donc voilà, je pense que moi-même personnellement, enfin ça m'a tellement passionnée de voir ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure que je me suis dit mais tout le monde devrait savoir comment on fonctionne, et en fait il y a plein de choses qui se régulent par la suite quoi. Ouais. T'as des gens qui viennent justement par curiosité, comme ça, qui n'ont pas forcément de troubles en particulier, mais qui ont envie de juste découvrir cette zone et se reconnecter à cette zone pour se découvrir et voir ce que ça peut aussi débloquer physiquement, émotionnellement. Euh, alors oui, se fait petit à petit. C'est vrai que j'en ai pas mal parlé là à une médecin qui du coup a bien compris justement ce que ça pouvait libérer, connecter aussi de faire cette rééducation et se connaître. Mais petit pas, je dirais plutôt que non, la plupart des patients viennent pas dans cette découverte, à part les amis que je viens de te citer, ou mon entourage en tout cas qui a été sensibilisé à ça. Mais je pense que c'est ça justement qui est intéressant, c'est qu'en discutant, parce que c'est ça qui est génial en fait, parce que j'ai les patientes surtout, elles me disent, j'en ai parlé à d'autres copines, elles m'ont dit, ah c'est incroyable, mais moi aussi je veux faire ça parce que tu sais quoi, moi aussi j'ai ça. Et en fait les tabous se délient au fur et à mesure qu'on parle de tout ça, et je trouve ça génial. On devrait même faire des cercles de parole autour de ça, je trouve. Oui, c'est quelque chose qui reste finalement assez tabou. Les femmes, en plus, libèrent peut-être un peu plus la parole là-dessus aujourd'hui, mais j'imagine que pour les hommes, c'est encore une démarche ah oui, qui est complexe. Ah oui, tout à fait. Beaucoup plus compliqué pour les hommes, ça se sent. Mais quand même, là, je trouve que les hommes depuis que je suis du coup, que je fais que la rééducation périnale, les hommes, là, dernièrement, sont quand même courageux mais souvent c'est une des démarches d'eux-mêmes. Ils ne vont pas venir par une prescription, ils vont d'abord faire la démarche et ensuite ils vont se renseigner. Ouais. Comme si en fait, pour les hommes, clairement, il y a ce que j'ai ressenti de ce qu'ils ont pu me dire, c'est qu'ils ont senti une écoute qui était difficile de la part, parce qu'on est très mal informé aussi de tous ces troubles de l'érection qui peuvent venir, hein, de
plein de troubles autres en fait, même urinaires qui peuvent venir dans la vie d'un homme, même si la plupart ça va être après 50 ans, ben il y a d'autres personnes plus jeunes qui peuvent être déjà atteintes de par des systèmes médulaires déjà atteints au niveau de la colonne. Donc voilà, il y a plein de choses à dire, mais oui, mais même les femmes, hein, je pense que oui, ça vaut le coup que ça soit de plus en plus connu et reconnu. Ouais, j'imagine qu'il y avait beaucoup de femmes peut-être qui venaient justement, comme tu disais, après accouchement. Là, tu dois avoir peut-être plus de femmes qui viennent même avant, qui se reconnectent à cette zone aussi pour leur sexualité ou pas forcément par rapport à ça. Non, actuellement pas vraiment, mais de plus en plus en prénatal et c'est génial parce Ouais. que vraiment, et ça c'est le bouche à oreille et le travail, eh ben, une femme enceinte qui se rend compte qu'elle s'est découvert avant son accouchement et qui était bien contente de aussi savoir pour le postpartum tous les gestes, les premiers gestes, premières toilettes, enfin les resserrages du bassin, tout ce qui va être autour de comment on va pouvoir se préserver parce qu'on peut pas ensuite commencer avant 6 semaines la rééducation Mm. périnéale. Donc voilà, c'est pendant se sauvegarder pendant ces 6 semaines post-accouchement et aussi pendant toute la grossesse hein, qui pèse sur le périnée aussi forcément. Ouais. Et généralement, elles se découvrent aussi à ce moment-là toutes ces possibilités aussi au niveau de leur corps. C'est un moment d'introspection, la grossesse, et c'est ça qui est génial. Et quand elles voient elles-mêmes ce que ça leur a apporté pour leur accouchement et qu'elles en parlent aux autres copines, la plupart du temps, quand on est dans une tranche d'âge où on a des enfants, etc., on a d'autres copines autour de nous et on en parle. Et oui, c'est beaucoup le bouche à oreille qui a fait ça, en tout cas, ce que j'ai pu remarquer. Et franchement, c'est super chouette parce quand on l'aborde tôt, on peut vite aussi les problèmes de dos. Ah oui, ça va beaucoup mieux, cool, parce que j'ai compris aussi que c'était l'impact que j'avais au niveau de la symphyse pubienne, comment j'ai pu me posturer, comment j'ai pu protéger, comment j'ai pu avoir les bons gestes, faire aussi du yoga prénatal. Mm. Très préventif, hein. Bouger dans son corps en fait et le comprendre, c'est un peu la clé. Hein. C'est un peu la clé. Hein. Tout ce qui va être statique et justement qui va ankyloser un peu le corps, ou en tout cas, il faudrait être bien positionné vraiment quand. Ce qu'il faut, c'est le mouvement en fait. Hein. Ouais. Quand on est enceinte, ça c'est clair. Donc voilà. Et j'imagine que tu complètes ça avec d'autres pratiques, t'as d'autres formations, donc tu fais du yoga Oui, c'est aussi. ça. Et est-ce qu'il y a d'autres pratiques avec lesquelles tu complémentes un petit peu justement ton métier de kinésithérapeute et de rééducation périnale? Actuellement, bah, on est très pour ça, faut aussi cadrer. Donc le yoga, c'est quelque chose qui est aussi autorisé dans notre pratique de kiné. Donc c'est des choses au niveau de la posture qu'on va pouvoir faire, au niveau de la connexion à soi, à son souffle. Et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment cette respiration abdominale et pelvienne qui est mise en place dans le yoga et en même temps qui va être adaptée selon la phase de vie aussi, selon la personne, parce qu'il n'y a pas un protocole fait pour une personne. Selon les mots MAUX Mm. pour lesquels elle va venir, ben, on va se voir comment on va travailler. Par exemple, vraiment, il y a tout âge en ce moment, que ce soit de 23 jusqu'à 80. Ma patiente ma plus âgée, et qui est quand même en forme et dans lequel on va aussi intégrer beaucoup l'équilibre aussi et l'importance de l'équilibre et la prise de conscience pelvienne pour stabiliser le bassin est très très importante, notamment sur le travail abdominal du transverse qui va avec plancher pelvien et le souffle. Et ce que j'aime bien travailler aussi, en plus du yoga, c'est alors ça c'est une méthode de rééducation qui est connue, hein, la méthode Guillaume, donc c'est avec des sifflets en fait. Donc la colonne du souffle avec Ok. un sifflet selon les pressions qu'on peut mettre. On rétablit justement cette gestion de pression dans l'enceinte, la fameuse boîte que je décrivais au départ, avec le diaphragme et le plancher pelvien, et on vient vraiment remettre ce souffle vers le haut. Et quand les patientes, encore ce matin, là, ressentent dans leur corps et se disent ah ouais, mais je respirais complètement à l'envers et je le sens, mon périnée se contracte. Et des fois, c'est même la seule solution parce que en volontaire, ça va être trop compliqué tellement qu'il y a des habitudes qui sont prises depuis Mm. longtemps et que c'est dur à remettre dans le bon sens. Et je trouve que c'est un super outil, ce sifflet. Enfin, on peut dire une flûte. J'ai une personne qui m'a Ouais. dit c'est une flûte, ça m'a fait beaucoup rire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. On voit le chant prénatal, par exemple. Il y a beaucoup de choses. C'est une piste que j'aimerais bien explorer, qui peut aussi se faire sur cette colonne d'air et le chant, en fait. Et peut-être des tonalités. Donc, en ce moment, j'étudie par ça le chant.
Et j'essaye de voir aussi, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir voir par d'autres moyens, donc que ce soit par un biofeedback avec sonde ou un biofeedback justement échographique, avec la prochaine formation faite en septembre, voir comment cette colonne d'air et justement ce travail peut se faire. Et ça peut être aussi un moyen libérateur aussi pour les patients, parce que le chant, ça libère beaucoup. Je pense qu'on est avec le masque en ce moment. Enfin, t'imagines bien qu'on reçoit avec le masque les gens et c'est très compliqué de libérer tout ce qui est justement au niveau de la mâchoire et qui est très en fait en lien avec notre périnée, hein, parce que c'est ce que j'allais dire. On parle souvent de la reliance entre périnée et justement le côté vocal. C'est ça, et la glotte et tout le côté en fait au niveau de la mâchoire et tous les muscles en fait péribucaux qui vont vraiment cette crispation en fait qu'on peut voir en haut, ces patients qui vont me dire je suis tout le temps crispée ou je fais du bruxisme, je vais savoir que je vais me retrouver au niveau pelvien et généralement ça rate pas sur une hypertonie pelvienne quoi, donc vraiment un périnée qui a du mal à relâcher, parce que ça aussi c'est important. Tout le monde veut un périnée en béton, mais j'explique que c'est une gestion de pression, et un périnée qui sait se contracter, c'est bien aussi s'il sait se relâcher. Les deux vont ensemble. Ouais. Ça c'est clair. Et justement, à ce niveau de ce souffle, quels sont justement les bienfaits? T'as du mal parfois à te connecter à ta respiration, à sentir des blocages dans la façon dont tu respires. Est-ce que le fait de se reconnecter à son périnée ou travailler sur son périnée, ça pouvait avoir cet effet aussi sur la respiration plus... Mais oui, c'est ça. Bon, en fait, on le retrouve dans plein de choses, hein, quand on fait les liens. On peut le retrouver soit au niveau des chakras, donc on part de la base pour vraiment aller de plus en plus haut, hein, au niveau du cœur, au niveau de la glotte, etc. Soit on dit qu'on part du périnée, du transverse de l'abdomen, c'est toujours pareil, hein, qui va jusqu'au diaphragme, et cette colonne d'air qui remonte vers le haut. Donc en fait, qu'on soit sur un milieu plus scientifique ou un milieu un peu plus spirituel si on veut, enfin il y a des choses qu'on retrouve quoi. Donc c'est-à-dire qu'un périnée bien fonctionnel, aussi tu vas retrouver une respiration fonctionnelle. Donc forcément nous on va regarder en premier lieu la respiration parce que c'est ce que tu vas voir en premier chez la personne. On va pas direct dans un périnée et on voit si elle est ok, parce que la plupart des gens aussi qui viennent au cabinet, je leur dis mais c'est votre première éducation périnale, on vous a un peu expliqué ce qu'on allait faire. Ah non, pas du tout. Et bon, la plupart se disent tiens, on va masser le ventre ou ok, c'est des choses qui vont faire partir de la rééducation, mais c'est aussi voir en interne comment ça se passe et le ressentir quoi. Donc, mais ça dépend. Ça dépend vraiment pourquoi on vient, parce que des fois on sait très bien, ou des fois il y a un parcours aussi. On a vu d'autres thérapeutes avant. Voilà. Et est-ce que tu as un exemple, par exemple, de changement assez important chez un patient ou une patiente, quelque chose qui t'a marqué justement, un patient, une patiente que tu aurais accompagné et tu as vu vraiment des changements importants en l'accompagnant? Franchement, j'en dirais qu'il y en a plein, et pour ça je suis vraiment très heureuse, parce que ça m'a fait vraiment en tant que thérapeute aussi, ça fait tellement plaisir de voir les gens repartir avec le sourire, ou enfin vraiment avec quelque chose où ils se disent bah ouais, ça a un peu changé ma vie parce que ça m'handicapait pas mal. Et je pense surtout à une femme que j'avais en rééducation à Pau qui m'a marquée. Et parce qu'en très peu de temps en fait, parce que ça aussi hein, c'est important, c'est des rééducations pour moi qui sont pas longues, parce qu'on essaye de mettre le plus d'outils, et on essaie enfin pour moi j'essaye de mettre en le plus d'acteurs possible, t'as bien compris, de la rééducation le patient. Et en fait, je me rappelle de cette femme, elle m'a marquée parce que c'était une de mes dernières patientes à Pau. Et en fait, elle est venue, elle était découragée, elle avait vraiment des grosses fuites urinaires. Je crois qu'elle avait une cinquantaine d'années. Et elle m'a dit, écoutez, enfin franchement, je sais plus quoi faire. Avec mon mari, ça va pas du tout, parce que forcément, avec tout ça, ben voilà, j'ai plus de libido non plus, je me sens complètement déconnectée de ça. Et elle m'en parlait avec les larmes aux yeux, je sentais justement qu'il y avait toute cette émotion qui devait partir. Et puis je regarde son périnée, je regarde son souffle, et je me dis oh, c'est pas trop mal. Donc en effet, il y avait aussi d'autres choses à libérer. Nous on a vu la partie bien biomécanique, reconnexion à son corps, etc. Et on a eu des résultats vraiment très rapides avec elle, rien que par l'hygiène de vie et beaucoup de choses. Et vraiment, enfin, le fait aussi de se reconnecter, il y a plus de libido qui est venu, parce que moins aussi de soucis, et plus de reconnexion à son corps, forcément, et enfin, le trophisme qui est relancé aussi au niveau pelvien. Donc, elle avait beaucoup plus envie de son mari, de partager une intimité avec lui, parce qu'elle se sentait mieux aussi dans la sienne.
Et je me souviens de ses larmes à la fin de la rééducation, mais qui étaient 1 mois et demi après, où elle me disait, mais c'est incroyable, pourquoi je suis pas venue avant? Enfin, ça m'a changé la vie, ça faisait un an que je vivais dans la douleur, et à chaque fois, enfin, dans la douleur de ce qu'elle vivait, hein, pas la douleur physique. Et elle me dit, à chaque fois que je sortais chez vous, surtout la première séance, je pleurais. Elle dit, je savais pas pourquoi. C'était comme des larmes qui devaient vraiment s'évacuer par le haut plutôt que par le bas. Et elle me dit, ben, franchement, elle m'avait fait un petit mot qui m'avait beaucoup touchée. Elle m'a fait un petit cadeau et je me souviens surtout de son émotion et ça m'avait vraiment, franchement, en tant que thérapeute, on s'accroche forcément à nos patients. Et quand on est soignant, on veut vraiment, enfin voilà, c'est ça qui est aussi gratifiant. C'est qu'on veut apporter quelque chose à ce monde et moi, je me sentais très reliée pour pouvoir transmettre à ce niveau-là, en tout cas. Tu savais d'ailleurs que tu allais faire thérapeute un jour? C'est quelque chose que tu as toujours senti, que tu allais aller vers le soin de la personne, ou c'est quelque chose qui est venu à toi progressivement? Non, je pense que j'ai toujours su. J'ai hésité avec médecin. Je suis très contente d'être kiné, d'avoir fait aussi parce que cette relation avec le corps, pour moi, était vraiment celle que je préférais plutôt que d'être dans des études aussi plus stressantes. Je pense que j'aime bien aussi ce côté un peu léger, mais tellement tellement dans le vif du sujet aussi. On voit les patients, on entend, enfin on est vraiment un accompagnement sur le corps qui est important et qui pour moi me correspond vraiment. Mais non, j'ai toujours su que je voulais être soignante. J'ai commencé très tôt à faire de l'humanitaire à 14 ans, en partant en Burkina avec d'autres médecins, etc. Et ça, c'est vraiment l'entraide, le rapport vraiment avec les autres, mais sur le côté médical m'a toujours plu. Je pense à la base, je pense aussi que je suis devenue kinésithérapeute, en tout cas dans un premier temps. Je voulais vraiment avoir cette voie parce que j'ai vu aussi les problèmes de dos que je pouvais avoir, de cheville, etc. Mon papa était kiné et je sais pas, je le voyais épanoui dans ce qu'il faisait. Et je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, je savais pas moi-même. Enfin, j'ai commencé kiné, j'avais 17 ans. Et donc, je savais pas moi-même si ça allait me plaire. Et finalement, en fait, je dirais plus que c'est l'avancée qui m'a fait et cette spécialisation qui fait que vraiment là, ça me plaît. Ouais, clairement. Et justement, qu'est-ce que quand tu disais que tu avais toujours voulu être dans l'entraide, etc., tu savais que ça allait être lié au corps ou non, pas forcément? Quand tu as voulu t'orienter un petit peu, il y a eu cet attrait vraiment pour le soin corporel, ou c'est venu pareil à toi progressivement? Je pense que c'est venu progressivement parce qu'au début, j'avais vraiment l'idée comme beaucoup, hein, quand on commence kiné, on est très axé sport. Donc on est en mode, ouais, c'est nous qui allons intervenir sur les terrains de tennis et tout ça. Enfin voilà, j'avais un peu cette vision à 17 ans de me dire, ça va être ça. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend que ça va pas être ça. On a des stages aussi, on a un parcours, quoi, qui fait que, et j'étais très contente d'être très tôt dans la rééducation périnale, même des hommes, hein, finalement, parce que sur les îles, en fait, il y a un taux de cancer de la prostate en Guadeloupe et en Martinique qui est très important. Donc, je me suis vite retrouvée à rééduquer des hommes, donc à avancer vite dans ce parcours de rééducation périnéale. Et pareil, ces hommes, enfin, quand on les voit, surtout quand j'ai travaillé là-bas, en Guadeloupe, quand on les voit aussi sur leur parcours d'hommes, ce qu'ils peuvent traverser aussi, hein, au niveau des troubles de l'érection et les incontinences urinaires et en sortir, c'est quand même très chouette, quoi. Mais cette relation à l'intimité, je pense que c'est venu peu à peu par mon expérience personnelle. Je pense que aussi la vie m'a amenée en fait à m'intéresser à cette zone et le périnée parce que moi-même en fait j'ai eu un parcours de douleurs pelviennes ou d'autres choses qui fait que je me suis posé des questions et que j'étais encore chercher plus loin. Mais je pense que c'est ça aussi dans la vie, c'est plein de petits signes qui se mettent devant nous pour un peu nous guider vers quelque chose qui nous correspond et qu'on peut apporter dans ce monde. Et j'espère en tout cas continuer comme ça, à voir les signes où je peux encore apporter. Ouais, puis surtout on parle vraiment bien de ce que nous on a vécu et des questions qu'on s'est vraiment posées, et pour mieux les transmettre derrière. Tant qu'on l'a pas vécu, c'est des fois compliqué de transmettre aux gens, quoi. Tu parlais du cancer de la prostate. Est-ce que j'ai cru comprendre que tu avais fait aussi ton mémoire sur le cancer du sein de la femme? Est-ce qu'il y a un lien aussi avec le périnée, le cancer du sein, ou non, pas forcément?
Il n'y a pas un lien direct avec le périnée. Après, si on doit parler de la féminité, tout ce qui est cancer même utérin, hein, parce que qui peut être lié justement à quelque chose de génétique avec les gènes BRCA, qu'on peut retrouver. Hein, une femme qui va être vraiment dans cette génétique au niveau du cancer du sein, on pourra la retrouver aussi au niveau de l'utérus, et donc savoir que c'est un facteur de risque si elle a ce gène, justement cette prédisposition. Après, tout ce qui touche quand même au plancher pelvien et au sein, bon, ça touche énormément à la féminité. Ouais. Sauf que le plancher pelvien, ça va être vraiment le monde de l'invisible, je dirais. Et tout ce qui est cancer du sein, bah, ça va être beaucoup plus visible sur la féminité. Les seins, bah, j'ai une patiente ce matin, une mastectomie, c'est différent. On a vraiment cette amputation parfois et des traitements lourds aussi qui peuvent être mis à la femme. Et je pense que voilà, le domaine de la femme m'a vraiment intéressée très tôt. Et de par un parcours aussi personnel, parce que je voyais qu'il y en avait pas mal dans ma famille, donc ça m'a questionnée et je voulais aussi comprendre. Et c'est là aussi je me suis intéressée beaucoup au microbiote aussi, hein, que le microbiote justement et tout le terrain intestinal, comment il peut avoir influencé sur les cellules de nos corps. Et ça, c'est un point aussi où j'insiste sur le domaine pelvien, parce que forcément, quand on a une constipation ou quand on a quelque chose de très inflammatoire, même au niveau pelvien, faut voir aussi et comment on respire. Il faut voir aussi comment on mange, forcément, et comment refaire son terrain alimentaire. Les gens sont généralement ouverts sur ça, connaissent de plus en plus l'impact du microbiote, ou tu as l'impression que c'est vraiment une découverte encore pour beaucoup de gens? Et maintenant, j'ai l'impression que de plus en plus, les gens s'intéressent justement à cette partie-là de leur corps, parce que je sens qu'il y a quand même un éveil, que les gens sont de plus en plus en conscience par rapport au fait que voilà, je suis ce que je mange aussi. Et c'est surtout au début, même s'il y a des sceptiques, on fait juste des petites choses, que ça peut être tout ce que j'ai vu en thérapie viscérale, donc c'est vraiment en formation, juste remettre déjà le microbiote avec des probiotiques justement pour soutenir le travail viscéral qu'on peut faire, et ensuite améliorer une alimentation. Et par des petits conseils, hein. Je suis pas non plus naturopathe ni diététicienne, hein, forcément. Mais c'est aussi des petits conseils. Et si je vois qu'il faut vraiment un suivi à côté, on n'hésite pas à réorienter aussi. C'est là où le travail pluridisciplinaire est important. Je dis toujours aux patients, on fait le point au bout de, voilà, on fait pas 10 000 séances ensemble, on fait un peu le point aussi. Et si je le sens, je leur propose aussi des thérapeutes différents. Et je leur dis aussi, si vous sentez qu'il y a un thérapeute qui vous appelle, même quelque chose de pas forcément scientifique, mais quelque chose qui, enfin voilà, que ça peut être aussi de l'ostéopathie, de la naturo, ça peut être ce dont ils ont la microkiné, enfin quelque chose où ils disent ça m'appelle, on m'a parlé de ça, je sais pas, ça y a un truc. Voilà, je leur dis, enfin vous êtes connectés à vous-même maintenant. On a fait tout ce travail ensemble. Donc si vous sentez que voilà, il y a d'autres choses à libérer, parce que moi je vous ai apporté tout ce qu'on peut et de toute façon vous avez été régulier et on a fait tout ce qu'on a pu, et à ce moment-là, on va aller chercher autre chose. Moi en tout cas, c'est une démarche que faut vraiment laisser les gens acteurs de ce qu'ils font, parce qu'ils se rendent vraiment compte de leur pouvoir. Et c'est ça qui est important. Même si on fait un retour au médecin, c'est qu'ils peuvent faire rien n'empêche l'autre en fait. Du moment il faut avoir la bonne balance de se dire on est du côté médical quand on veut se soigner, et on peut faire aussi des choses autres qui nous font aussi du bien. Et il faut vraiment avoir cette perception de la vie, je pense, de plus en plus pour avancer en fait, hein, parce que c'est ça aussi. Tu parlais du cancer du sein, je pense que l'écoute est importante aussi, hein, même au niveau psychologique. Beaucoup de femmes après cancer du sein, par exemple, m'ont dit bon voilà, j'ai vécu un cancer, j'ai quand même eu ce grand périple où des fois il y a chimio, radio, quand je me remets en tant que femme, je suis très soutenue pendant cette période. Puis l'après, on dit non, c'est quand il y a rémission, c'est guéri, c'est bon. Sauf que nous, on se dit, mais non, en fait, j'ai encore les traces de ma guerre, en fait, sur moi. Et je le sens au fond de moi. Enfin, je suis des fois sous hormonothérapie encore pendant quelques années. Non, c'est pas rien pour moi, en fait. J'ai été peut-être mis comme en ménopause aussi artificielle. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que non, il s'est pas passé rien. Et je pense que le suivi de l'après est important sur plusieurs plans, que ce soit même d'aller voir une psychologue clinique. Enfin, je pense que c'est vraiment important aussi de pouvoir communiquer entre thérapeutes, d'avoir vraiment une équipe où on sait
que voilà, on peut compter les uns sur les autres pour pouvoir se soutenir nos patients. Ouais. Et de plus en plus, en fait, qui se sentent dans cette bulle de confiance pour s'épanouir et surtout pour pouvoir sortir de là où ils sont venus, tout simplement. Ouais. Et ça, tu sens qu'il y a une évolution avec les thérapeutes, que les gens, justement, sont de plus en plus dans cette dynamique collective. Quand vous aviez un patient, voilà, vous transmettez les coordonnées les uns des autres, ou tu sens que de plus en plus, il y a cette envie de fonctionner ensemble? Alors, j'ai toujours senti. Après, depuis que je me suis vraiment stabilisée à un endroit, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup bougé et voyagé, forcément, je le sens d'autant plus, parce que je vais aussi dans cette recherche pour que ce soit en mieux pour les patients. Mais j'ai toujours eu cette envie, même dans des remplacements que j'ai pu faire de l'autre côté en Savoie. Je me renseignais pour savoir s'il n'y avait pas tel ou tel thérapeute, ou en tout cas là où le kiné qui me laissait justement ses patients en main, il me disait, ben, si jamais tu as un souci, voilà, j'ai une liste de thérapeutes. Et je trouve que c'est bien d'avoir ça sous le coude aussi, de rencontrer les gens, savoir s'ils nous parlent ou pas, parce que forcément, on peut pas aussi parler à tout le monde, c'est ce que je dis. Par exemple, même un kiné en rééducation périnale, au même titre que d'autres professions, si quelqu'un ne vous parle pas, allez voir quelqu'un d'autre. Ça veut dire que bah ça va pas le faire, vous allez pas pouvoir, je sais pas, éclore. Libérer quelque Ouais, chose. voilà, libérer ou travailler comme il se doit. On peut pas correspondre à tout le monde aussi. Et il y a différentes manières de travailler aussi. Donc c'est pour ça, c'est là que le patient doit être acteur. Et je pense qu'on est dans une société où ça va très vite. Ça va très vite et on veut des résultats très vite. On n'a pas le temps aussi, on n'a pas le temps, donc on va au plus près de chez nous, etc. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps pour nous, parce qu'en fait, si on va bien, bah, nos enfants vont bien aussi parce qu'on est épanoui et on arrive à faire une bulle de bien autour de nous. On influence forcément les autres en allant mieux parce que quand on n'est pas bien, bah, on peut pas donner le meilleur de soi-même, que ce soit au boulot, dans sa vie de famille, dans son intimité, etc., quoi. Ouais, on le voit bien aujourd'hui. En plus, bah, c'est justement pour ça que c'est important de se reconnecter à soi et à sa santé pour aussi agir au niveau sociétal et environnemental, et de voir que tout ça est très interconnecté finalement. Parce que j'imagine que toi, quand tu apportes du bien-être aux patients, tu sais aussi que ça va avoir un impact plus large finalement peut-être que ça. Et est-ce que ça motive aussi pas mal ça? Ah bah carrément, carrément, ça motive beaucoup et c'est ce que je disais. Enfin, depuis que je fais vraiment, voilà ce que j'aime, cette rééducation périnale, parce que et tout ce que je peux apporter autour du périnée, ben je le vois vraiment. Je suis épanouie moi-même le matin quand j'y vais et je leur transmets forcément quelque chose. J'espère, en tout cas, c'est ce que je ressens, d'épanouissant et qui leur correspond à chacun. Et puis, bah, j'espère que eux aussi, dans leur vie, forcément, ça a un impact. Et puis, c'est ça, c'est des réactions en chaîne. Et je pense que le monde en a besoin en ce moment, clairement. On en a tous besoin, surtout ces périodes un peu particulières. Donc, enfin, c'est une période où on se reconnecte vachement à prendre soin de soi. Et je vois de plus en plus d'éveil de personnes qui sont dans cette démarche de s'écouter pas du tout et deviennent vraiment dans cette écoute profonde et justement vont piocher dans différentes thérapies. Donc ça c'est vraiment l'avancement et pour moi c'est assez positif. Ouais, bah, ils se reconnectent de plus en plus à leur nature et finalement se rendent compte que vraiment pour être en connexion avec soi, on a besoin aussi de la nature. Ah oui, tout à fait, tout à fait. On doit se reconnecter à soi. Le fait d'être connecté aussi beaucoup à la nature, reprendre aussi de l'air, hein, du souffle, de l'air frais, hein, c'est clairement et se connecter vraiment à la nature, c'est là qu'on retrouve plein de ressources aussi en nous, quoi. Mettre un peu de silence dans justement parfois cet envahissement sonore ou toutes ces pensées, tout ce qui peut venir aussi interférer. Ça, on le voit direct, par exemple, une patiente qui arrive, mais à fond de caisse chez vous, elle est 2 minutes en retard. Ah, désolée, je suis 2 minutes en retard, etc. Enfin, voilà, on voit le speed de la vie, elle arrive avec ça. Déjà, on calme ça, mais on lui dit, bah voilà, il y a d'autres choses aussi, hein. C'est bien aussi de prendre du temps pour soi et ça peut commencer juste par aller marcher un peu en forêt, se faire du bien. C'est chacun à ce qui lui correspond le plus. D'autres, ça va être l'océan, par exemple. Ça va être de nager dans l'océan, ça va être voilà, faut faire des choses qu'on aime aussi. Il faut pas forcer des choses qui nous parlent pas. Et puis chacun son avancement et son rythme aussi. On le voit, on s'adapte aussi hein, à tout niveau, que ce soit en rééducation périnéale ou à tout niveau. Voilà. Je pense que c'est quelque chose où
C'est compliqué aussi aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on est. On se culpabilise peut-être beaucoup de prendre ce temps parce que tout va vite et on a l'impression que on va pas forcément, on doit s'adapter à un rythme qui n'est finalement pas le rythme naturel pour beaucoup d'entre nous finalement. Tout à fait. Et on doit vraiment reposer, quoi. Se mettre sur sa base, se reposer. Et en fait, c'est ça aussi parce que généralement, pour revenir à la rééducation, quand elle me montre, ou ils me montrent les exercices, comment ils les font chez eux, je fais, oh, attention, beaucoup plus lentement, beaucoup plus dans le détail, on prend son temps. Ouais. Et en fait, là, on se rend compte du speed, du différence de rythme que je leur mets en place et qu'ils peuvent faire chez eux. Et c'est là aussi qu'on remet les choses aussi à sa place. Et pareil pour les personnes qui veulent que ça aille vite, ben, je leur explique que Rome c'est pas fait en un jour non plus et que c'est important de poser les choses pour que ça aille aussi plus vite. Ouais, Parce que c'est complètement. Puis en ça agit arrêtant. sur le long terme aussi. Et oui, tout à fait. C'est ça qui est important. Gandhi disait soyons le changement qu'on veut voir dans ce monde, mais c'est réellement ça. On commence par nous et ensuite on peut s'occuper des autres. Mais la plupart du temps, ben, on veut s'occuper des autres à tout prix alors que ben, il faut déjà poser une bonne base en nous. Et ensuite, fleurir par la suite, quoi. Mais ça demande finalement aussi un certain courage de s'occuper de soi. Les gens aussi aiment bien peut-être s'occuper un peu plus de l'extérieur parce que ça met moins face à sa vulnérabilité finalement aussi. Et s'occuper de soi, il y a aussi un certain courage que les gens sont pas forcément prêts des fois. Prêt à voir, oui. Ouais. Prêt à voir à l'intérieur de soi et s'occuper de soi. Et généralement, le corps les arrête. Ouais. Et c'est là, en fait, que tout vient. C'est qu'à un moment, le corps ne peut plus, donc ça arrête. Donc ça peut être même un lumbago, hein, ça peut passer par plein de phases. Mais le corps arrête et dit là, par contre, on va prendre soin de soi. Ça peut être aussi un cancer. Enfin, c'est vraiment cette phase de on prend soin de soi, hop, ça nous ramène directement par le corps. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important de s'écouter et de se reconnecter et de comprendre comment on fonctionne, quel rythme on a besoin et savoir se donner aussi les bons atouts, les bonnes choses pour pouvoir voilà, se développer, s'épanouir et épanouir du coup notre entourage. Forcément, ça va de soi. Ouais, et puis en plus de ça, quand on se reconnecte vraiment à la sagesse de son corps, on va vraiment vers son chemin de vie finalement. Et les gens peut-être n'ont pas forcément toujours conscience de ça, mais de se reconnecter à l'écoute de son corps, c'est vraiment là où toutes les portes s'ouvrent pour nous dans la vie en général. Ouais, c'est clair, hein. Vraiment se reconnecter à soi, ça ouvre beaucoup de choses. Je pense que ça nous épanouit aussi, donc forcément on se sent aussi plus fort. Ce que je disais, hein, c'est de comprendre qu'on a cette puissance et pas se dire à travers les autres, ah tiens, ça me renvoie à plein de choses et qui fait que bah je veux pas forcément les voir, donc j'intériorise bien tout et puis bah à un moment bah ça fait un peu comme une cocotte minute et puis ça explose, quoi, donc... Et on parlait d'écologie tout à l'heure. C'est quelque chose, toi, où tu as toujours été sensible à ce sujet-là, ou c'est venu à toi progressivement, notamment par ta pratique en tant que kiné, de connexion justement au corps, et t'as pris après conscience du monde dans lequel on vivait, de l'écologie, etc., ou c'est quelque chose auquel tu as toujours été plus ou moins sensible? Je pense que c'est quelque chose où j'étais plus ou moins sensible. J'avais des parents déjà sensibles à ça. Mais on va dire que le véritable éveil a été quand j'ai vécu en Guadeloupe. Bon, on faisait des ramassages de plage déjà. Bon, là, ça a rien à voir avec ma pratique de kiné, mais bon, j'ai exercé là-bas, donc je me rendais compte aussi du nombre de déchets qu'il pouvait y avoir sur les îles, ou un système compliqué aussi de gestion des déchets. Et je me disais waouh, il faut vraiment enfin, ça avait tellement un impact. Puis après, bon, bah forcément, il y a eu de l'éveil par rapport aussi à tout ce qui était animal. Pas qu'au niveau écologique. Donc voilà, il y a eu toute cette démarche vers la santé, mais aussi en accord avec l'écologie sur ma démarche d'être devenue petit à petit végétarienne, voilà. Et oui, mais même dans ma pratique de kiné, enfin, je demande aux patients de ramener leurs serviettes parce que je leur dis, bah voilà, je vais utiliser le moins de papier possible. J'utilise des bocaux en verre pour mes huiles. Enfin voilà, j'essaye au maximum d'avoir ces petits gestes du quotidien, mais qui font aussi la différence. Et de par moi-même, ma consommation, mon alimentation, limitée en plastique, en viande. Enfin vraiment pour être en adéquation. Et de toute façon, c'est sur tous les plans.
Donc quand on veut être bien, moi ce que je cherche aussi c'est d'aller bien dans ma santé, dans ma tête, dans mon quotidien pour pouvoir aussi transmettre ce bien-être aux patients. Et en fait quand ils ont vraiment cette transmission, je l'espère, en fait c'est vraiment de voilà que ça fasse cet effet chaîne comme je te disais. Et par rapport à l'écologie, ils comprennent tout à fait de ramener leurs serviettes. Et franchement, j'ai des gens très réguliers et très compréhensifs de cette démarche et c'est top quoi. Ouais, c'est trop bien. Tu sens qu'il y a pas mal d'échanges aussi autour de ces sujets-là quand tu reçois tes patients? C'est pas le sujet majeur, mais ça peut venir dans des conversations, notamment quand on parle de santé, justement, de limiter sa consommation de viande. Au-delà d'être, je leur dis qu'au-delà d'être une démarche aussi écologique, l'OMS conseille pas de la viande tous les jours non plus. Hein. Quand on regarde les démarches qui ont été faites, clairement, ça a été démontré, quoi. On n'est pas fait pour avoir une alimentation hyper acide, viandarde, voilà, hyper acidifiante et hyper viandarde tous les jours, tous les repas, voilà. Et c'est bien d'avoir aussi cette alternative santé et écologique, hein, parce que écologiquement parlant, bon voilà, les élevages, c'est aussi tout un monde. Hein. Pour conclure cette interview, tu aurais envie de partager une petite phrase ou quelque chose qui te vient à l'esprit là maintenant? Je t'avoue que j'avais pensé à la phrase de Gandhi que je viens de dire un peu plus haut, mais j'ai envie de dire faites-vous du bien, reconnectez-vous à vous-même et n'oubliez pas qui vous êtes aussi, parce que vous êtes aussi ceux de demain et voilà. Et je pense que le mot à faire c'est l'unité avec soi-même là en ce moment et l'unité avec les autres, mais ça commence par soi, donc ça c'est clair. Merci beaucoup Charline. Et merci à toi Marie. Je te souhaite une très belle journée. Mais toi aussi. À très vite. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt!